Comme je l'ai dit un peu en introduction, l'idée est de discuter de manière un peu apaisée sur tout ce que l'on peut savoir ou tout ce que l'on peut avoir en tout cas comme information sur la notion de l'islam en tant que religion et de l'État en tant qu'institution. Et comment ces deux choses-là peuvent interagir entre elles. Alors, Djengis Saab, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler par exemple, on peut parler d'un islam d'État ou d'un islam dans un État. Oui, quand on parle d'islam d'État, il y a évidemment deux différentes façons de voir la chose. Vous pouvez prendre l'exemple, par exemple, de théocraties qui se sont choisis une religion qu'ils vont utiliser pour gérer toute leur politique et tout ce qui va avec, sur le plan étatique. Mais après, vous avez le cas de pays complètement séculiers, mais qui ont, évidemment, comme dans tout pays, il y a des communautés religieuses qui existent, et qui voudraient qu'il y ait, et surtout de nos jours, et en particulier en Occident, ce que l'on voit, ils voudraient bien avoir un islam, c'était par exemple en Belgique un islam à la belge, en France un islam à la française, mais personne ne sait vraiment de quoi il s'agit, parce que en fait, c'est pour une bonne raison. C'est parce que l'islam, de par sa nature, comme toute religion, enfin en général, n'a pas de prétention politique. L'islam, c'est une religion qui met l'individu en contact avec Dieu. Donc, c'est de nature spirituelle. Et aussi, c'est sur le plan communautaire, dans le sens que l'islam, comme beaucoup de religions d'ailleurs, a des enseignements qui portent sur la moralité, sur les interactions inter- et intracommunautaire. Comment se comporter avec l'autre, qu'il soit de votre famille, qu'il soit de votre religion, ou non, qu'il soit en dehors de tout cela. Donc, comment se comporter avec tout le monde. Et même plus loin que cela, comment se comporter envers les autres créatures comme les animaux, les plantes, etc., avec la planète en général. Donc, tout cela, comment dire, les religions ont quelque chose à dire à ce sujet. Mais alors, si par exemple un État veut prôner un type d'islam comme religion d'État, c'est leur droit. Si ça a été décidé de façon démocratique, les gens veulent bien qu'il y ait. On sait par exemple qu'il y a certains pays musulmans qui ont pris par exemple un certain type de chiisme comme religion d'État. Ils l'ont adopté comme religion d'État. Il y en a d'autres qui ont pris un certain type de salafisme, d'autres qui ont pris un certain type de sunnisme, notamment le malikisme par exemple, comme religion d'État. Donc, ce sont ces versions-là de la religion islamique, ou ces sectes-là, on peut dire, de l'islam, qui vont informer leurs décisions, leur façon de voir les choses. Ça, c'est leur droit. Mais il faut mettre quand même une parenthèse ici. Cela ne marche que lorsqu'ils respectent les enseignements de l'islam même, comme ils ont été mis en pratique par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment lorsqu'il a rédigé la charte de Médine, ou ce qu'on appelle aussi la constitution de Médine, où l'on voit que bien que la société est en train d'être régie par des principes islamiques, ou basés sur l'islam, que toutes les autres religions reçoivent aussi les mêmes droits. Et d'ailleurs, cela est très clairement stipulé, que les autres qui habitent ici doivent avoir les mêmes droits que les croyants, que les musulmans, donc en d'autres termes. Donc si c'est le cas, ça peut marcher. Donc si on est chrétien en terre islamique, en train de qui suit une certaine version de l'islam, comme je l'ai dit, du moment qu'ils reçoivent tous leurs droits en tant que chrétiens, en tant que citoyen, en quelque sorte. Oui, en tant que citoyen, donc à pied d'égalité, il n'y a pas de problème. Par contre, ce que j'avais dit au début, il y a aussi cette idée on voudrait bien avoir un islam... à notre sauce. Voilà, donc à la sauce locale. Donc quand on leur demande de traduire cela en termes réels, on vous dit, bon, et c'est souvent des choses qui sont réalistes. Hein. Je ne dis pas de façon négative, pas du tout. Il faut qu'il y ait évidemment un dialogue entre l'État et les religions qui habitent sur le territoire. Donc, par exemple, quand on voit qu'il y a des dérapages par rapport à la radicalisation, par exemple, des jeunes, etc., qui commencent dans des mosquées, qui commencent dans des écoles coraniques, etc., qui sont sur n'importe quel pays en Europe ou
ou ailleurs, hein, ou dans Parce le qu'en monde. Afrique aussi, l'Afrique a Et été en beaucoup Afrique touchée aussi. Eh bien, par les l'État, attentats. évidemment, le peuple et l'État ont raison de s'inquiéter de cela. Et donc, quand on leur demande d'écouter, on aimerait au moins qu'on ait des imams qui ne prêchent pas contre la loi nationale. Parce qu'il faut être clair, l'islam ne demande pas aux musulmans de se mettre en travers de la loi locale, de la loi nationale, quelle qu'elle soit. Il faut qu'on obéisse à la loi. Donc ça, c'est un principe, parce que le Coran est rempli de versets qui parlent contre le désordre, contre la rébellion. Il n'y a pas de désordre et de rébellion qui soit enseigné ou préconisé par l'islam, pas du tout. C'est tout à fait et totalement inacceptable. Donc, quand l'État demande à ce que des imams, par exemple, comprennent la langue locale, puissent être à même de parler la langue locale, qu'ils connaissent la culture locale, etc., pour qu'ils puissent mieux comprendre et mieux apprécier le milieu où ils se trouvent, pour réduire un peu ce discours, si vous voulez, radicalisant qui arrive parfois. Cela est tout à fait raisonnable. Et je pense que les différentes communautés religieuses devraient être à l'écoute. Prêter la main forte à l'État. Et prêter la main forte, exactement. Et coopérer à 100% avec l'État. Mais parfois, souvent, les musulmans, les doléances qu'ont les musulmans par rapport à cet islam, à sa sauce, c'est que finalement, on va faire de l'islam quelque chose qui n'est pas. C'est-à-dire qu'on va leur demander de moins prier ou encore de moins porter les vêtements qu'ils veulent ou de moins mettre la barbe qu'ils veulent. Comment on répond face à cela? Écoutez, tout d'abord, il y a une question de droits de l'homme. Il y a la question de droits de l'homme. Hein. On ne peut pas commencer à vous dire comment vous habiller, on ne peut pas vous dire comment manger, on ne peut pas vous dire comment prier, on ne peut pas vous dire comment vivre. Cela ne relève pas des responsabilités de l'État. C'est à l'individu d'obéir aux lois nationales, oui, mais dans le cadre de vivre sa vie comme il le veut. Donc, on n'en est pas au Moyen-Âge, on n'en est pas à l'Inquisition. On est au XXIe siècle, voilà, c'est bon de le rappeler. Si maintenant on ne le comprend pas, quand va-t-on le comprendre? Donc, il ne faut pas, et surtout dans les pays qui ont souffert de l'Inquisition, justement, qui ont été, comment dire en anglais, du mauvais côté du bâton à cette époque-là, il ne faudrait pas qu'ils commencent à se comporter comme les gens qui avaient lancé et qui géraient l'Inquisition. Donc, il ne faut pas essayer de forcer les gens à vivre d'une certaine façon, mais ils peuvent demander aux personnes de coopérer avec les autorités. Et ça, c'est tout à fait raisonnable. Et d'ailleurs, c'est leur droit. Et tous les citoyens, les musulmans n'ont même pas, je devrais dire, ils n'auraient pas dû en arriver là. Il ne faudrait pas que les musulmans, qu'on doive leur dire de faire cela. Il faudrait que les musulmans coopèrent d'eux-mêmes. De plein gré. Oui, parce on va y revenir sur cette coopération de plein gré, Djenguessab. Assessab, je vous vois opiner du chef. Il a absolument besoin d'ajouter quelque chose à ce que vous venez de dire. Allez-y. Oui, je voudrais seulement rajouter, comme Djenguessab avait très bien commencé, qu'on parle souvent aujourd'hui en Occident à propos de l'islam de France, islam de Belgique ou bien islam de l'Angleterre. Mais je voudrais dire ici que l'islam n'a aucun problème avec tous ces pays. L'islam est compatible avec toutes les sociétés, avec tous les pays. L'islam, comme Djenguessab le rappelait, qu'il prône qu'il faut respecter les autorités, il faut respecter son voisin. Donc l'islam, le vrai islam, n'a aucun problème avec aucune société. Donc l'islam est tout à fait compatible où on vit. C'est-à-dire si en Belgique ou en France on vit, on est musulman, on peut être bien musulman et aussi être français ou belge. Il n'y a aucun problème avec tout ça. Mais il faut se rappeler qu'il faut vraiment suivre le vrai islam, le bon islam, l'islam que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait apporté. Regardez, au temps du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, les musulmans ont émigré vers l'Abyssinie. Ils sont restés sous un roi chrétien. Donc il n'y a eu aucun problème, musulmans et chrétiens. Ils étaient sous un État chrétien et musulman. Même le saint prophète, que la paix soit sur lui, est resté à la Mecque et il était sous un autre État qui était autre que musulman. Donc, musulman et être sous un État qui n'est pas musulman, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. L'islam est compatible avec toutes les sociétés. Je pense que c'est un message qui est passé. Alors